Les mots « tu n'es qu'une grand-mère qui joue à la mer » sont tombés de la bouche de mon petit-fils de 10 à 9 ans comme des éclats de verre brisés sur le carrelage de ma cuisine. Mais ce qu'il ignorait, c'est que dans le coffre-fort de mon bureau, à Strasbourg, dormait depuis 13 ans un document signé par ses propres parents, un soir de décembre 2012, quelques semaines avant l'accident, et ce document allait bientôt changer tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille. Je m'appelle Marguerite. J'ai 64 ans. Et ce mardi soir d'octobre restera gravé dans ma mémoire comme le jour où j'ai compris qu'élever un enfant ne vous donne pas le droit d'être aimé en retour. Mon petit-fils Théo était rentré de l'école de commerce privé où je l'avais inscrit, les épaules voûtées, mais le regard étrangement dur. Je préparais un gratin de courge dans cette vieille maison alsacienne que j'avais héritée de mes parents. Celle-là, même où j'avais accueilli Théo à l'âge de 6 ans, une semaine après l'accident qui avait emporté mon fils Bertrand et sa femme Élodie sur l'autoroute A35, tu ne peux pas m'empêcher d'aller à ce séminaire à Berlin. Grand-mère, l'oncle Sébastien dit qu'il est prêt à me le payer. Louis, tu n'as rien à dire. Il avait prononcé ces mots en enlevant son blouson, sans me regarder, comme si j'étais la femme de ménage et pas celle qui lui avait appris à lire à 7 ans. Après que les psychologues scolaires m'eurent dit qu'il ne parlerait peu, être plus jamais normalement à cause du choc post-traumatique, j'ai posé ma cuillère en bois sur le plan de travail. Théo. Nous avons déjà discuté de ce séminaire. Il n'a rien de professionnel. C'est une arnaque pour jeunes étudiants fortunés. Je t'ai expliqué pourquoi je ne financerai pas cela. Il s'est retourné d'un bloc, les yeux soudain pleins d'une rage que je ne lui connaissais pas, cette rage qu'il avait enfouie pendant 13 ans et qui remontait enfin à la surface, dirigée contre la mauvaise personne. Tu ne financeras pas. Tu ne financeras pas. Mais avec quel argent? Au juste, grand-mère, avec mon argent. Celui de mes parents. L'oncle Sébastien m'a tout raconté. Toi, atta. Tu vis dans cette grande maison. Tu as placé l'héritage de papa sur tes comptes pendant que moi. Je dois demander la permission pour respirer. Tu n'es qu'une grand-mère qui joue à la mer. Ma vraie famille, c'est l'oncle Sébastien. Au moins, lui, il ne me traite pas comme un gamin de 6 ans. End quote. Le silence qui a suivi était d'une densité que seules les cuisines de vieilles maisons peuvent contenir. Dehors, la pluie d'automne frappait les volets. 13 ans. 13 ans de nuit blanche, de cauchemars où il m'appelait maman avant de se rappeler qui j'étais, de réunions parents-professeurs où je m'étais présentée seule, de week-ends passés à conduire de Strasbourg à Colmar pour ses cours de batterie, de vacances à la montagne que j'avais financées avec mes économies de retraite anticipées, tout cela balayé en 3 phrases par un gamin qui venait d'écouter un oncle que je n'avais pas revu depuis les obsèques. J'ai pris une profonde inspiration. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'aurais cru. Monte dans ta chambre. Théo, nous reparlerons demain. Il a eu un ricanement. Ce ricanement d'adolescent attardé qui croit avoir gagné une bataille, il est monté sans claquer la porte, ce qui m'a fait encore plus mal. La colère bruyante, on peut la pardonner, le mépris tranquille. Il vous poursuit pendant des années. Cette nuit-là, je suis restée assise dans mon salon jusqu'à 3 heures du matin. Sur la commode, il y avait cette photo en noir et blanc de Bertrand à 12 ans. Le jour de sa première communion, mon fils unique, parti trop tôt, à 36 ans, sur une route mouillée, un soir de décembre 2012, dans mon fauteuil, je tenais entre mes mains la petite clef ancienne du coffre-fort de mon bureau. Celle que je n'avais plus ouverte depuis des années, je savais ce qu'il y avait dedans. Et soudain, une pensée m'a traversée avec la netteté d'une lame froide. Si je n'étais qu'une grand-mère qui jouait à la mer, alors je n'avais plus aucune obligation de mère non plus. Et Théo, Louis, allait découvrir ce que signifie vraiment tenir debout tout seul. Le lendemain matin,
Il est descendu comme si de rien n'était. Avec cette arrogance décontractée propre aux adolescents, qui pensent avoir posé leurs conditions la veille. Il portait le pull en cachemire bleu marine que je lui avais offert pour ses 10 à 9 ans. 3 semaines plus tôt. Il s'est servi un café dans la machine à grains que j'avais acheté pour l'appartement étudiant qu'il occupait à Paris et qu'il ne rapportait ici qu'un week-end sur 2. Bonjour. Grand-mère. J'ai levé les yeux de mon journal. Bonjour. Théo. Il a froncé les sourcils. Il s'attendait peu, être à des larmes, à des reproches, à une négociation. Il n'a eu qu'une politesse polie et distante, celle qu'on réserve aux connaissances. Pas aux proches. Il a beurré sa tartine, englouti ses 2 pains au lait. Et il est reparti vers la gare pour reprendre son TGV pour Paris. À dans 15 jours. Alors ? A-t-il lancé en enfilant son manteau ? C'est ça ? Ai-je répondu. Je n'ai pas dit au revoir. Il n'a pas remarqué. Dès que la porte s'est refermée, je suis montée à l'étage. J'ai ouvert le coffre-fort. Et j'ai sorti la chemise cartonnée beige que Bertrand et Élodie avaient fait rédiger par Maître Holtz un soir de décembre. 2 semaines avant leur accident, ils étaient venus dîner à la maison. Ce soir-là, Élodie, qui travaillait à la Banque de France à Strasbourg, avait insisté pour que tout soit formalisé devant notaire, au cas où il nous arriverait quelque chose. Maman Marguerite, tu sais que Sébastien, le frère de Bertrand, ça ne va pas fort avec lui. On ne veut pas qu'il puisse approcher Théo. Je me souviens avoir ri en leur servant le Riesling. Ils avaient 34 ans et 36 ans. Qui pense à la mort à cet âge 3 semaines plus tard? Une voiture avait grillé la priorité sur l'A35 et j'avais enterré mes enfants un matin glacial de janvier 2013. Ce mercredi matin d'octobre, je suis retournée à mon bureau de comptable conseil. Le cabinet que je dirige encore à mi-temps depuis mes 58 ans, ma collaboratrice Francine m'a tout de suite vu le visage fermé. Tout va bien. Marguerite, je lui ai raconté la soirée. Francine, qui a élevé 4 enfants dont 2 petits-enfants, a soupiré longuement. Les gamins de cet âge disent des horreurs. Ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient. Peut être. Francine, peut être pas. Mais ce qui est dit, entre 2 dossiers de TVA, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire en 13 ans. J'ai sorti un tableur et j'ai calculé ligne par ligne ce que Théo m'avait coûté depuis ses 6 ans. L'école primaire Notre-Dame à Strasbourg, puis le collège Saint, Étienne, puis le lycée Pontonnier en section internationale, soit environ 42 000 € sur 12 ans, les cours de batterie chez M. Zimmer à Colmar, 9 ans à raison de 120 € par mois, un peu plus de 13 000 €. L'école de commerce privée à Paris, où il venait d'entrer en 2e année, 12 500 € par an. Déjà 5 000 € investis. L'appartement studio de 22 mètres carrés rue Monge, que je lui prêtais gratuitement depuis septembre 2024. Appartement que mes parents m'avaient légué et que j'aurais pu louer 750 € par mois, soit 9 000 € par an de loyer non perçu. Les vacances, toujours les mêmes. La Bretagne en juillet chez ma sœur Hélène, une semaine au ski à la Bresse en février, et pour ses 10 à 8 ans, je lui avais offert un voyage au Japon qu'il avait réclamé 4 300 €. Les scooters Piaggio pour 16 ans. 2 800 €, j'ai additionné méthodiquement 172 000 €. Voilà ce qu'une grand-mère qui joue à la mer avait dépensé en 13 ans pour un gamin qu'il a renié au profit d'un oncle qu'il n'avait pas vu depuis ses 6 ans. À l'enterrement, et encore, je n'avais pas compté les heures. Les heures que j'avais prises sur mon cabinet pour être à chaque concert de batterie, à chaque remise de bulletin, à chaque rendez-vous chez l'orthodontiste, les week-ends où j'avais refusé de partir avec mes amis du club de randonnée parce que Théo rentrait de Paris,
les nuits où je m'étais levée pour répondre à ses appels paniqués quand il avait raté un examen, tout cela, on ne le chiffre pas, mais on le sent. Quand on se rend compte que ça n'a servi à rien, le soir, j'ai appelé mon amie Geneviève, qui est avocate à la retraite. Je lui ai tout raconté, sans rien enjoliver. Elle m'a écouté en silence. Puis elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Marguerite, la dignité n'est pas un luxe de vieillesse. C'est la dernière chose qui te reste quand tout le reste s'est envolé. Nella brage passe. Ostual, cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Le jeudi matin, à 8 heures précises, j'ai appelé Madame Ferber, la directrice administrative de l'école de commerce de Paris, Madame Weber. J'espère que Théo va bien. Madame Ferber, je vous appelle pour vous informer que je ne renouvellerai pas le versement des frais de scolarité pour le second semestre. Un silence glacé. Mais, Madame Weber, les frais doivent être réglés avant le 15 novembre. Sinon l'étudiant est exclu du cursus. J'en suis parfaitement consciente. Je vous prierai de bien vouloir informer mon petit-fils directement. Il est majeur depuis 1 an. Il est en mesure d'assumer cette conversation. Madame Weber. Êtes-vous certaine? Nous pouvons étudier un échelonnement. Je suis absolument certaine. Madame Ferber. Je vous remercie pour ces 2 années. And sitting à 9h30, j'ai appelé Monsieur Krieger, mon conseiller patrimonial à la Caisse d'épargne d'Alsace. Monsieur Krieger, je souhaiterais retirer mon petit-fils Théo Weber de la liste des bénéficiaires de mon assurance vie. Il a failli s'étrangler. Madame Weber. Vous parlez du contrat de 140 000 €, exactement. Je souhaite désigner comme bénéficiaire unique ma sœur Hélène Weber. À charge pour elle de transmettre la somme à l'association Emmaüs Alsace. À son décès, je veux que ce soit formalisé par avenant, signé chez notaire, avec un caractère irrévocable pendant 10 ans. Monsieur Krieger a essayé de tempérer. C'est une décision importante. Madame Weber, ne voulez-vous pas réfléchir quelques jours? J'ai réfléchi 13 ans. Monsieur Krieger, envoyez-moi les papiers avant vendredi. Aïe, Kain, à 11 heures. J'ai pris rendez-vous avec Maître Holtz. Le notaire qui avait rédigé le document de décembre 2012, le fils ayant repris l'étude, il m'a reçu le vendredi à 14 heures. Maître Holtz père avait pris sa retraite depuis. Mais le fils connaissait mes dossiers. Madame Weber, que puis-je faire pour vous? Je souhaite modifier mon testament. Je retire mon petit-fils Théo de la liste des héritiers. La maison familiale de Strasbourg, le studio parisien rue Monge, et mes comptes d'épargne iront à ma sœur Hélène et à ma nièce Clémence. Maître Holtz a posé son stylo. Madame Weber, c'est une décision grave. Puis-je vous demander la raison? Mon petit-fils m'a informé mardi soir que je n'étais pas sa vraie famille. Je m'adapte à ses convictions. Et je voudrais aussi que vous prépariez pour moi, en vue d'une éventuelle audience, le dossier complet de la tutelle, y compris le document signé par Bertrand et Élodie en décembre 2012. Maître Holtz a pâli légèrement. Vous pensez que votre beau-frère va attaquer? Je ne le pense pas. J'en suis certaine. End Grace. Pendant que je faisais tout cela, Théo menait sa vie à Paris sans se douter de rien. Il postait sur ses réseaux sociaux des photos de soirées dans des bars du Marais. Il m'envoyait des messages courts pour me demander quand je lui transférais l'argent du mois. Je lui répondais poliment que nous en parlerions lors de son prochain retour. Le samedi matin, à 7 heures, je me suis rendue chez le concessionnaire Renault de Strasbourg où j'avais acheté, en juin dernier, une Clio 5 pour ses 10 à 9 ans. La voiture était à mon nom. Elle n'était pas encore immatriculée au sien. Je lui en confiais simplement l'usage pour ses allers-retours entre Paris et Strasbourg. Bonjour. Je souhaiterais reprendre la voiture
et la revendre. Le vendeur a vérifié les papiers. Tout était en règle. En 2 heures, l'affaire était conclue. 11 500 € versés directement sur mon compte. Et puis, il y avait le studio. Le fameux studio de la rue Monge. En rentrant du concessionnaire, j'ai appelé une agence immobilière parisienne que Geneviève me recommandait. « Bonjour, Madame Weber. En quoi puis-je vous être utile? Je souhaiterais mettre en location meublée un studio 22 mètres carrés dans le 5e arrondissement. Metro Place Monge. Je souhaite que le locataire actuel soit informé par lettre recommandée qu'il doit quitter les lieux pour le 15 décembre. Conformément au préavis légal d'1 mois pour meubler, le locataire actuel a-t-il un bail? Il occupe le logement à titre gratuit. Pour des raisons familiales qui n'ont plus lieu d'être, je vous enverrai les pièces par mail lundi. » L'agent a noté « Impassible ». Pour lui, c'était un dossier de plus. Le lundi suivant, vers 10h30, mon téléphone a sonné au cabinet. Numéro de l'école de commerce. J'ai laissé sonner, puis j'ai écouté le message. C'était Madame Ferber qui demandait à me rappeler de toute urgence concernant Théo. J'ai attendu midi. À 12h10, Théo m'a envoyé un SMS en majuscule. « Grand-mère, qu'est-ce que tu as fait? Appelle-moi. » Je n'ai pas répondu. À 13h, la sonnerie de mon bureau a retenti. C'était Théo. En visio, je l'ai pris. Il était dans un couloir de l'école. Blême. Les cheveux en désordre. « Madame Ferber dit que tu as arrêté les frais de scolarité. » C'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi? Nous en parlerons ce week-end à la maison. Prends le TGV vendredi soir. Grand-mère, je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais, et c'est justement cela que nous allons corriger. Vendredi soir, 20h. Je t'attends. J'ai raccroché avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Le vendredi soir, a dit à 9h55. La sonnette a retenti. Théo est entré. Le visage ravagé. Il avait reçu dans la journée la lettre de l'agence immobilière lui signifiant qu'il devait quitter le studio pour le 15 décembre. Ed, en arrivant à la gare de Strasbourg, il avait constaté que la Clio n'était plus là où il l'avait garée la semaine précédente. Il s'est affalé sur la chaise en bois de la cuisine, celle où son père, autrefois, faisait ses devoirs de mathématiques. Grand-mère, explique-moi. J'ai posé devant lui une tasse de tisane à la verveine. Théo, mardi dernier, tu m'as dit que je n'étais pas ta vraie famille, que je n'étais qu'une grand-mère qui jouait à la mer. Tu as raison, je ne suis pas ta mère. Ta mère s'appelait Élodie. Elle était expert comptable comme moi. Elle faisait du chant choral à Saint-Thomas. Et elle est morte un soir de décembre 2012, parce qu'un chauffard a grillé un stop. Ton père s'appelait Bertrand. Il était architecte. Il aimait les montagnes des Vosges et les vieilles voitures. Ils sont morts tous les deux. Moi, je suis leur mère à lui. Ta grand-mère. C'est vrai. Mais si je ne suis qu'une grand-mère qui joue à la mer, alors je n'ai pas les obligations d'une mère. Les obligations, c'est le parent qui les a, pas le grand-parent. J'ai donc décidé d'arrêter de jouer. Arrête. Il m'a regardé avec des yeux où je voyais se mêler la peur, la colère et la compréhension. Mais mon école. Tu n'étais pas en école publique. Tu étais en école privée à 12 500 € par an, parce que j'avais jugé utile de t'offrir cela. Puisque je ne suis pas ta mère, je ne vois pas pourquoi je continuerai à le faire. Tu as 10 à 9 ans. Tu es majeur. Tu travailleras pour payer tes études, comme je l'ai fait à ton âge. Ou tu t'orienteras vers une filière publique gratuite. C'est ton choix. Aïe. Et le studio appartient à ta famille. C'est à dire à moi, puisque je suis ta grand-mère. Je te le prêtais.
Tu m'as fait comprendre que la famille n'est pas importante, donc le studio non plus. Tu auras 1 mois pour te reloger à Paris. Et la voiture, vendue. Il a laissé tomber sa tête dans ses mains. Sa voix a tremblé. Mais l'oncle Sébastien a dit qu'il allait m'aider. Il a dit que tu avais de l'argent qui revenait à papa et que tu me le cachais. J'ai senti mon cœur se serrer. Mais pas pour Théo. Pour Sébastien. Le petit frère jaloux de Bertrand, celui qui avait demandé un prêt à mon fils 3 mois avant sa mort et qui ne l'avait jamais remboursé. Celui qui n'avait jamais appelé Théo en 13 ans et qui réapparaissait maintenant. Théo. Combien de fois Sébastien t'a-t-il appelé cette année? Silence. 4 fois. Et avant cette année, jamais. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé? Exactement. Sébastien. Théo a rougi. Il m'a demandé si je savais combien papa et maman t'avaient laissé. Il m'a dit que, légalement, la moitié devait me revenir et que tu me volais. Il m'a aussi dit qu'il était prêt à m'héberger à Lille et à m'aider à faire valoir mes droits. Vi. End of 4. Je me suis levée. Je suis montée à mon bureau. J'ai sorti la chemise cartonnée beige. Je suis redescendue. Et je l'ai posée devant Théo. Ouvre. End cow. Il a ouvert. La première page était une lettre manuscrite de son père, datée du 12 décembre 2012. Bertrand avait écrit, de sa belle écriture d'architecte précise, « Maman. Chiche document est lu. » C'est qu'il nous est arrivé quelque chose. À Élodie et à moi, tu es la tutrice légale de Théo. C'est ta mission et ton fardeau. Quant à Sébastien, je te demande solennellement de ne jamais le laisser approcher notre fils. Tu sais pourquoi? Tu connais l'épisode de 2010. Tu connais les raisons pour lesquelles Élodie ne veut plus le voir à la maison. Yeteim. Maman. Pardonne-moi si ce document t'accable un jour. Or ente. La deuxième page était l'acte notarié signé par Bertrand. Élodie. Moi. Et Maître Holtz. Il stipulait que, en cas de décès des 2 parents, la tutelle de Théo revenait exclusivement à sa grand-mère paternelle, Marguerite Weber, à l'exclusion de tout autre membre de la famille, et particulièrement de Sébastien Weber, pour des raisons documentées dans un procès-verbal annexé. Je n'ai pas laissé Théo lire ce procès-verbal. Il y avait des choses qu'un fils n'a pas à savoir sur son oncle à 10 à 9 ans. La 3e page était le relevé complet de ce que ses parents avaient laissé à leur mort. Une assurance vie d'Élodie de 53 000 €, versée à un compte bloqué jusqu'à ses 10 à 8 ans, auquel il avait donc eu accès l'année dernière, et dont j'ignorais ce qu'il avait fait. C'était son droit. Un appartement à Schiltigheim qui avait été vendu pour rembourser le crédit en cours, une voiture, quelques meubles, des bijoux de famille que j'avais fait mettre au coffre pour le jour de son mariage éventuel, et surtout, il y avait le relevé détaillé des dettes contractées par Bertrand, à la demande de Sébastien, qu'il n'avait jamais remboursé. 22 000 € de prêt pour une affaire qui n'avait jamais existé. Yavais. Moi. Rembourser cette somme en 2014 et 2015. Pour éviter que le compte de mes enfants décédés ne soit saisi et que Théo n'hérite de dettes, Théo. Il n'y a pas d'argent caché. Il n'y a jamais eu d'argent caché. Il UAEO. En 13 ans. 172 000 € que j'ai sortis de ma poche pour que tu aies une enfance digne de celle que tes parents auraient voulu t'offrir. Et quand tu dis que ton oncle est ta vraie famille, tu crois à un mensonge? Ask 60. Il a pleuré. Alors, pas comme un homme de 10 à 9 ans, mais comme le petit garçon de 6 ans qui était arrivé chez moi, un matin de janvier 2013, avec son petit sac Tintin et ses chaussures boueuses. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Pas encore. Il était trop tôt. Je l'ai laissé pleurer en regardant le carrelage de la cuisine,
Celui que j'avais fait refaire quand il avait 10 ans parce qu'il se cognait les genoux sur les anciens carreaux disjoints. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné au cabinet. Numéro inconnu. Indicatif du Nord. Marguerite. C'est Sébastien. Je n'avais pas entendu cette voix depuis 11 ans. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu fais à Théo est inadmissible. Tu l'exclus de son école. Tu lui vends sa voiture. Tu le mets à la rue. J'ai pris un avocat à Lille. Nous allons demander une action en compte rendu de tutelle. Tu vas devoir rendre chaque centime. J'ai souri. J'ai vraiment souri. Toute seule. Dans mon bureau de comptable, devant l'affiche touristique des châteaux de la Route des Vins, Sébastien, je t'attends. Prends le meilleur avocat de Lille. J'ai le mien à Strasbourg et il est excellent. Et je te rappelle que l'acte de tutelle signé par ton frère, en 2012, te désigne nommément comme personne non habilitée à approcher Théo. Et cela pour des raisons que nous connaissons tous les deux. Si tu attaques, je serai obligé de rendre public le procès-verbal de novembre 2010. Tu te souviens de novembre 2010? Sébastien. Un long silence. Puis la ligne s'est coupée. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Le week-end suivant, Théo est revenu à Strasbourg. Il avait les yeux cernés. Il avait passé la semaine à chercher un petit boulot, à regarder les loyers du 15e arrondissement, à comprendre que son monde confortable reposait sur l'amour d'une femme qu'il avait insultée. Il s'est assis à la table de la cuisine. « Grand-mère, je suis désolée. Je n'ai rien dit. J'attendais la suite. J'ai été stupide. L'oncle Sébastien m'a dit ce que je voulais entendre. Que quelqu'un me devait quelque chose, que je n'avais pas à être reconnaissant. C'était plus facile que d'admettre que tu as fait pour moi ce que mes parents n'ont pas pu faire. Je l'ai regardé. Théo, ce que tu as dit mardi soir, je ne l'oublierai pas. Jamais. Mais je peux te pardonner. À une condition. Laquelle? Tu ne reviendras plus vivre ici gratuitement. Tu finis ton année scolaire en fac publique de gestion à Strasbourg. Puisque c'est l'inscription que Madame Ferber t'a permis de transférer, tu cherches un petit travail étudiant. Vendeur. Serveur. Peu importe. Tu payes la nourriture que tu consommes quand tu es à la maison. Tu acceptes que le studio parisien soit loué à un étudiant sérieux qui en a vraiment besoin, et tu reviendras ici non pas comme un petit prince qu'on gâte, mais comme un jeune homme qu'on respecte, et qui respecte. Tu es d'accord? Il a hoché la tête. J'ai continué, et tu n'auras plus jamais, le droit de prononcer devant moi le prénom de Sébastien. Il est mort pour notre famille, comme il l'était déjà pour ton père. Compris. Grand-mère. Cette fois-ci, j'ai ouvert les bras. Il est venu. Il a pleuré doucement sur mon épaule, comme quand il avait 8 ans et qu'il avait peur de l'orage. Et moi, j'ai pleuré aussi. Pour la première fois depuis cette soirée de mardi, 6 mois ont passé. Théo a intégré la faculté de gestion de l'université de Strasbourg. 16 notes. Au début, on plongeait. Les hoax. La honte. La fatigue. Puis, petit à petit. Il s'est stabilisé. Il a trouvé un emploi le samedi et le dimanche matin dans une boulangerie de la Petite France. Chez Monsieur Schmitt. Il se lève à 5 heures du matin. C'est dur. Grand-mère, m'a-t-il dit un dimanche soir en comptant ses premiers billets. Bienvenue dans la vie des gens ordinaires. Mon grand, il a souri. Ce sourire-là, je ne l'avais pas vu depuis ses 15 ans. 1 an après cette terrible soirée, il est venu me voir dans mon bureau. Avec un dossier, il avait décidé de se réorienter. Il allait passer le concours d'entrée de l'École nationale d'architecture de Strasbourg, l'école où son père avait étudié. Je veux reprendre l'école de papa. Je veux finir ce qu'il n'a pas pu finir.
Il m'a regardé. Grand-mère, est-ce que tu pourrais, un jour, et me remettre sur ton testament? Pas maintenant. Quand tu considéras que je l'aurais mérité, j'ai posé mon stylo, j'ai regardé mon petit-fils. Le fils de Bertrand. Le fils d'Élodie, devenu enfin le jeune homme que ses parents auraient voulu qu'il devienne, Théo. Cet héritage n'est jamais parti loin. Il attendait simplement que tu grandisses. Je vais rappeler Maître Holtz lundi matin. Il a souri. Un vrai sourire. Cette fois, un sourire d'homme, pas de gamin. Aujourd'hui, Théo a 20 ans. Il vit toujours à Strasbourg, dans un petit appartement qu'il paye avec son salaire de la boulangerie et une bourse qu'il a obtenue à la force du poignet. Il vient dîner à la maison tous les jeudis soirs. Il m'apporte toujours du pain frais. Il parle de son père avec moi. Il pose des questions sur sa mère. Il regarde leurs photos. Il a retrouvé ses parents en me retrouvant. Moi, parfois, quand je le regarde pétrir la pâte dans ma cuisine, le dimanche matin, je me dis que cette soirée d'octobre a été le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Elle m'a appris à poser des limites. Elle lui a appris que l'amour d'une grand-mère n'est pas un dû. C'est un choix quotidien, en renouvelé. Et qu'entre une grand-mère qui vous élève et un oncle qui surgit pour l'argent, la vraie famille n'est pas celle du sang. C'est celle du temps donné. L'autre soir, en rangeant la cuisine après le dîner, il m'a dit « Grand-mère, si j'ai des enfants un jour, j'espère qu'ils auront quelqu'un comme toi à côté d'eux. Quelqu'un qui sache dire non quand il le faut, et oui quand ça compte. » Je n'ai rien répondu. J'ai juste serré le torchon entre mes doigts un peu plus fort. Il n'y avait rien à répondre. Théo ne m'a plus jamais appelé une grand-mère qui joue à la mer. Et moi, j'ai arrêté de croire qu'aimer, c'était tout accepter, sans rien dire. Nous sommes devenus grand-mère et petit-fils au vrai sens du mot, et chest. Je crois, le plus bel héritage que Bertrand et Élodie auraient pu nous laisser. Si cette histoire a résonné dans votre cœur, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne Écho d'une vie. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous m'écoutez ce soir. Et surtout, répondez-moi franchement. À ma place, auriez-vous eu le courage de fermer le coffre? Ou seriez-vous restée silencieuse pour ne pas perdre votre petit-fils? Votre réponse. Peut être aidera une autre grand-mère à traverser sa propre tempête.